Bonjour tout le monde, bienvenue sur le banc des joueurs. Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Alors aujourd'hui, on va parler des préparateurs physiques dans la LHEQ. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les objectifs de ça? Pourquoi un préparateur physique dans chacune des équipes? Alors, pour connaître qu'est-ce que c'est le rôle, qu'est-ce que font ces gens-là, les buts et objectifs, j'ai invité le coordonnateur du programme de développement des joueurs de Hockey Québec, Jonathan Marcotte-Levasseur, qui est le superviseur de ces gens-là. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Madame Ouellette. Ça va bien? Ça va bien, merci. Tu as un gros rôle à Hockey Québec, coordonnateur du développement des joueurs. Parle-nous-en donc. Oui. On touche beaucoup de dossiers dans mon département, notamment au sein de la LHEQ. On va coordonner l'ensemble des événements, d'abord de compétition. On parle des équipes Québec de moins de 12 ans jusqu'à moins de 16 ans, toutes les compétitions, les rassemblements qui s'y rattachent au courant d'une saison. On va coordonner aussi les événements avec Sport Québec pour les Jeux du Québec, pour tout ce qui touche le volet hockey sur glace, Jeux du Canada, le programme de reconnaissance des entraîneurs spécialisés, dont font partie les préparateurs physiques, les entraîneurs d'habileté et nouvellement les entraîneurs de gardiens de but. Donc, nous, on s'attache dans ces départements-là un petit peu plus aux joueurs de premier niveau, je dirais. Donc, principalement les joueurs qui évoluent au sein de la LHEQ, là, à partir des catégories M12 jusqu'à M17 Espoir. Tout ce qui est avant le M12 va toucher un autre département. Et puis, après le M17 Espoir, ben là, joueurs de premier niveau, on va plus vers le midget 3. Le M18-3, effectivement. Mais aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des préparateurs physiques dans la LHEQ. C'est nouveau, ça aussi. Ça ne fait pas quand même des lunes là, que ça existe, ça. Alors, il y a une obligation envers les équipes pour les préparateurs physiques. C'est quoi, au juste? Oui, si je reviens un petit peu en arrière, il y a quelques années, Hockey Québec a mis en place un programme de reconnaissance des préparateurs physiques. C'est là depuis à peu près les premières, je dirais 2013 environ, là, si ça me trompait. Moi, je suis à la fédération depuis 2018. Là. Quand la Ligue de hockey d'excellence du Québec a vu le jour. Ou exact. à peu près dans ces années-là, oui. Exact. Donc, d'ailleurs, moi, avant d'être à la fédération, j'étais préparateur physique au sein de la LHEQ durant plusieurs années. Donc, c'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur. Et que tu connais bien? Oui, pour l'avoir vécu des deux côtés, je vais dire ça comme ça. Donc, quand ce programme-là a été mis en place, pour se mettre un petit peu dans le contexte, le milieu de la préparation physique en général, au Québec, là, surtout, c'est un petit peu le Far West pour quelqu'un qui ne vient pas de ce milieu-là, dans le sens qu'il n'y a pas d'ordre des professionnels. Il y a une fédération des kinésiologues du Québec qui existe, mais autrement dit, n'importe qui peut se nommer préparateur physique. Donc, ce n'est pas régi par un ordre professionnel. Okay. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, par exemple, un parent, un joueur qui cherche un préparateur physique pour la période estivale, ça devient un petit peu difficile. On ne sait pas trop sur quels critères se baser. Est-ce que c'est, par exemple, parce que c'est un ancien joueur qu'il a les compétences requises? Est-ce que c'est parce que les entraînements sont difficiles, qui sont efficaces et optimales en fonction de l'âge des joueurs, par exemple? Donc, le programme a été mis en place pour aider un petit peu les gens à identifier ces professionnels-là. Donc, on a mis sur papier des critères de base, autant formation académique, expérience, formation continue, etc., pour avoir déjà une base de données. Ce n'est pas tous les professionnels qui sont dans ce programme-là, mais déjà au moins d'avoir une base là, qui va couvrir l'ensemble du territoire au Québec. Puis pour le parent, le joueur ou un ça devient un outil, là. Ça devient une référence. Bien, je comprends, absolument. Et cette liste-là, Jonathan, elle est disponible où? Un parent ou un joueur pourrait avoir cette information-là à quel endroit? Sur le site d'Hockey Québec, vous allez dans la section Programme, entraîneur spécialisé, puis vous allez voir les trois branches, préparateur physique, entraîneur d'habitants, entraîneur de gardien de but. Donc, les préparateurs physiques se sont maintenus à jour, sont sur cette liste-là. Là, on parle d'entre 30 et 40 professionnels à travers le Québec. C'est important là, de garder en tête, comme je disais, que ce n'est pas uniquement ceux-là qui sont compétents, mais on sait que ceux-là répondent aux standards établis par Hockey Québec. Là. Quels sont ces standards-là, Jonathan? Au niveau de la formation académique, on parle de kinésiologue ou d'éducateur physique ou des formations complémentaires qui vont être jugées équivalentes au cas par cas.
Au niveau de l'expérience, on recherche aussi des gens qui ont une certaine expertise, pas nécessairement spécifiquement au hockey sur glace, mais du moins à l'encadrement dans le milieu sportif. Dans la LHEQ, idéalement, des préparateurs physiques qui ont travaillé avec des jeunes adolescents dans la tranche d'âge 11-16 ans, prépubère, etc. Ensuite de ça, bon, il y a les vérifications usuelles d'antécédents judiciaires, compléter le respect sport. On demande aussi à ces gens-là qui suivent une formation initiale en ligne. Donc, c'est une formation complémentaire à ce qu'on pourrait voir en kinésiologie, par exemple, qui là va toucher un petit peu plus spécifiquement le milieu du hockey sur glace ou l'encadrement de jeunes athlètes. Et par la suite, on demande aussi à ces gens-là d'être présents à un séminaire annuel qu'on fait normalement en présentiel. Donc, c'est de la formation continue. Ce que les gens ne réalisent pas souvent, c'est que le préparateur physique, c'est probablement la personne qui est le plus près des joueurs après directement l'entraîneur-chef et ses assistants de l'équipe de hockey. Dans un contexte de sport-études, par exemple, on va voir les équipes 2 à 3 fois par semaine pour l'année scolaire complète. Ça inclut les semaines après la saison de la LHEQ. Et puis, on évolue en même temps dans les joueurs dans un contexte qui est différent sur la glace. Donc, des fois, les liens qu'on fait avec les joueurs sont peut-être un peu plus personnels ou sont différents que ce que pourrait être, mettons, le lien entre l'entraîneur-chef et le joueur. On passe des après-midi ensemble, des 2 heures, 2-3 fois par semaine, donc on apprend à bien connaître la personnalité des joueurs. Puis en même temps, étant donné qu'on est l'intervenant qui voit beaucoup ces joueurs-là, bien, on devient un peu la pierre angulaire entre, je dirais, bon, les entraîneurs, les joueurs, les parents, mais aussi le thérapeute, par exemple. Si j'ai un joueur qui est blessé, qui va aller consulter un physiothérapeute une fois ou deux, puis ensuite, il doit entamer son processus de réhabilitation, bien, c'est moi qui vais le voir 2-3 fois par semaine, puis qui va le mettre en place, ce programme de réhabilitation-là. Même chose qui touche la nutrition, la préparation mentale. Bon, les kinésiologues, les éducateurs physiques, tout ça ont une très bonne base dans ces différents domaines-là pour sensibiliser les joueurs sur l'importance de toutes mes habitudes de vie, tous les éléments qui sont importants pour le développement d'un joueur, mais je vais aussi aller m'entourer d'une équipe de professionnels là, plus spécialisés dans ces domaines-là, les faire venir, par exemple, pour des conférences ou carrément mettons, je pourrais prendre un joueur puis l'envoyer vers un nutritionniste s'il y a des besoins particuliers au point de vue nutrition. Je vais m'occuper aussi des activations, des retours au calme avant, après les matchs. Comme je disais, on va regarder aussi les éléments de nutrition, de réhabilitation. Donc, on est très impliqué dans le développement du joueur. Mais on parle plus qu'un développement de joueur. Là. On parle aussi de développement d'un individu. Là. Quand on parle de nutrition, d'habitude de vie, de comment je dois, moi, m'impliquer dans ma progression, etc., etc. Donc, c'est vraiment aussi dans le développement du joueur, de la personne, je veux dire. Mais tu as dit quelque chose tantôt. Tu as dit que ces préparateurs physiques-là vont demeurer en place jusqu'à la fin de l'année scolaire. Exact. Qui est différente de la saison de hockey. C'est important, là. Ça veut dire que ces préparateurs physiques-là vont continuer à accompagner ces joueurs-là encore sur une période de quelques semaines, même quelques mois, dépendamment. Là, cette année, on n'est pas une année de référence, là, mais normalement, la saison se termine en avril, disons. Donc, ça veut dire que d'avril à juin, ils vont demeurer en place 2-3 fois par semaine encore, la même chose avec les joueurs. Exact. Bien là, je dirais que c'est rendu du cas par cas, savoir combien de fois ils vont embarquer sur la glace. Mais lorsque le joueur est dans un programme sport-études, il est libéré. Je prends un exemple, une équipe qui est libérée à 12h30, qui arrive à 13h sur son lieu d'entraînement. Quand la saison est terminée, l'organisation va peut-être offrir de la glace 2 fois par semaine aux joueurs. Habituellement, c'est moins. Donc, ça laisse plus de place pour la préparation physique hors glace, ce qui fait que le joueur, bon, il y a les précamps aussi là, qui rentrent là-dedans, puis il peut y avoir des écoles de hockey, tout ça. Mais habituellement, comme la saison se termine autour d'avril, à peu près au mois de mai, là, déjà, on va commencer tranquillement la préparation physique estivale, puis on va penser à la prochaine saison. Donc, le préparateur physique qui évolue dans un encadrement sport-études va probablement faire la première partie de sa préparation physique estivale, donc jusqu'à mi-juin environ. Puis ensuite de ça, bien, le joueur tombe dans son entre-saison. Tu as parlé de préparation mentale. Oui. La préparation mentale pendant la saison, là, ça couvre tout.
Hein? Le résultat, la performance, la concentration, tout ça. Vous allez jusqu'où? Est-ce que le préparateur physique peut aller jusqu'à en parler avec l'entraîneur-chef, exemple, et de convenir avec lui que peut-être que ce joueur-là aurait besoin d'un accompagnement d'un psychologue sportif ou des choses comme ça? Parce que les psychologues sportifs aussi, c'est de plus en plus présent dans les actions à prendre là, pour le développement du joueur. Première des choses, il y a des spécialistes dans ce milieu-là, mais souvent, le kinésiologue, l'éducateur physique ont déjà une base, du moins pour sensibiliser ou outiller les joueurs sur certains éléments comme la concentration, l'imagerie mentale, la gestion de stress, etc. Puis comme je mentionnais tout à l'heure aussi, c'est un intervenant qui est en contact constant avec les jeunes, puis à l'extérieur des matchs et des entraînements sur la glace. Donc souvent, on est une des premières personnes qui va être capable de détecter peut-être un changement dans la personnalité du joueur ou peut-être de voir un drapeau rouge sur certains éléments. On le voit, là, on peut le voir là, si ça arrive. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est un peu la pierre angulaire. Donc, déjà là, on va être la personne qui va pouvoir aller contacter peut-être le parent, en parler à l'entraîneur ou d'aller chercher un spécialiste à l'extérieur pour nous aider. Combien d'heures? On dit 2, 3 fois par semaine, il est en contact avec ce joueur-là. Donc, c'est sûr qu'on peut presque l'appeler un adjoint. C'est carrément un adjoint. La seule différence, c'est qu'au lieu de s'occuper des éléments hockey sur glace, là, pur et dur, à cause du nombre d'heures qu'on passe avec les joueurs, à cause de l'impact que les préparateurs physiques ont sur le développement global du joueur, c'est carrément un assistant entraîneur. Puis nous, on essaie tout le temps de valoriser la communication entre le préparateur physique et l'équipe d'entraîneurs autour de l'équipe. Des fois, bon, l'autobus avec les joueurs, on débarque au centre de conditionnement physique. On a un entraîneur qui est tout le temps sur place pour superviser, mais on veut le plus possible qu'il y ait de la communication entre ces différents intervenants-là. C'est la même chose, dans le fond, avec l'ensemble des intervenants qui gravitent autour de l'équipe. On veut éviter que ces gens-là travaillent en silo, mais qu'ils travaillent en équipe intégrée là, autour du joueur. Ce qu'on voit souvent, c'est que le préparateur physique va accompagner les équipes en début de saison pour leur montrer comment faire une bonne activation puis un bon retour au calme, par exemple. Et puis, je pense que c'est important aussi pour les préparateurs physiques d'assister à quelques matchs pour voir, pour être sensibilisé au niveau de compétition, savoir comment ça se passe pour le joueur durant un match. Des fois, on a une expérience de joueur là, qui peut dater de plusieurs années, mais d'aller sur place, puis de sentir ce que vit le joueur dans des moments de compétition. Puis je dirais aussi dans les entraînements, c'est important. Puis des fois, ça nous amène une autre perspective sur comment je vais ajuster mes entraînements dans la salle de conditions physiques en fonction de ce que je vois dans le match. Ça peut être, je peux voir peut-être, par exemple, bon, tel joueur, je remarque que sur la glace, il est un petit peu moins rapide ou un petit peu moins explosif que les autres joueurs. Je suis capable de le voir dans les entraînements ou dans les matchs. Donc là, je pourrais peut-être orienter un petit peu ma préparation physique en conséquence. C'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que c'est important que les préparateurs physiques aillent assister à quelques matchs, quelques entraînements pour être sensibilisés à ça. C'est ce que je dis à tous les préparateurs physiques. L'objectif numéro 1, c'est cliché, mais c'est vrai, ce n'est pas nécessairement de faire du jeune un joueur de hockey professionnel qui va évoluer dans les grandes ligues, mais c'est vraiment d'utiliser le sport comme outil dans le développement global de la personne. Et ce que j'aime beaucoup de la préparation physique, comme je disais tout à l'heure, c'est que par le sport, dans ce cas-ci par le hockey sur glace, on vient inculquer chez les jeunes de saines habitudes de vie qu'il va garder une fois qu'il va être sorti du sport organisé, si on veut. Donc, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est rattaché à la gestion de stress, le sommeil, la préparation physique, l'alimentation, etc. Le sport va le mettre dans des situations qu'il ne vivrait peut-être pas s'il ne ferait pas ce sport-là, qui vont forger sa personnalité, le préparer. Et qui va l'accompagner toute sa vie. Exactement. Donc, c'est une autre raison pourquoi le préparateur physique a une grande, grande influence sur l'éducation de ces jeunes-là. Là. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux joueurs et aux parents de la LHEQ ou encore à tous les gens qui peuvent écouter cette entrevue-là concernant la préparation physique et l'importance que Hockey Québec lui accorde?
Oui, absolument. Comme je disais tout à l'heure, le préparateur physique passe beaucoup de temps avec votre jeune à chaque semaine. Si vous voulez savoir comment ça se passe avec le jeune, là, il n'y a pas juste les matchs puis les compétitions à regarder, mais aussi tout ce qui se passe à l'extérieur. Nous, d'une part, on encourage les préparateurs physiques à rester en communication avec les parents, avec les différents intervenants, mais ça va dans l'autre sens aussi. Les parents, gênez-vous pas de parler au préparateur physique puis de demander comment ça se passe avec votre jeune dans toutes les activités hors glace. Je vous dirais aussi, quand il arrive en période estivale, puis que vous devez choisir avec qui vous allez travailler, là, souvent les joueurs de premier niveau, bon, quand arrive l'été, ils vont pratiquer d'autres sports, mais ils vont faire beaucoup aussi de préparation physique sur glace et hors glace. N'hésitez pas à questionner le préparateur physique sur qu'est-ce qu'il va faire avec votre jeune dans la salle. Puis vérifier aussi si vous n'avez aucune idée là, à qui vous faites affaire, puis regarder au niveau des formations académiques, de son expertise, les autres joueurs avec qui il a travaillé pour savoir si c'est une personne là, qui va bien s'occuper de vos jeunes. Et puis ben voilà. Puis nous, on est toujours disponible aussi à la Fédération là, pour vous donner des références ou vous aider à ce niveau-là. Est-il possible, Jonathan, qu'un préparateur physique fournisse un gabarit d'entraînement estival à ses joueurs avant de quitter la saison? Est-ce possible, Oui. ça? Oui, oui, absolument. On le fait souvent. Ça peut être, par exemple, pour des raisons de distance. Donc, si ça prend 90 minutes de se rendre au centre de conditionnement physique, bon, on risque de travailler plus à distance. Je vous dirais que maintenant, avec les technologies comme Zoom, ça devient un petit peu plus facile à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a un aspect économique aussi en arrière de ça. Là. On ne se le cachera pas, ce n'est pas donné d'avoir de la préparation physique 4-5 fois par semaine durant une période estivale complète. Donc oui, c'est toujours possible de faire des programmes. Mais je vous dirais minimalement, à mon avis, de rencontrer en personne l'entraîneur lorsqu'il remet le programme pour du moins faire au moins une fois le programme d'entraînement avec le joueur. Parce que souvent, on écrit quelque chose sur papier, mais c'est en regardant le joueur s'exécuter qu'on va apporter les modifications. Puis, dans le meilleur des mondes, j'aurais au moins un contact par semaine, Zoom, 20-25 minutes, one-on-one, juste pour discuter du processus, comment ça va, puis apporter les ajustements nécessaires. Parce que n'importe quel préparateur physique qui a évolué, surtout avec des plus jeunes, là, de 11 à 16 ans, sait que ce n'est pas évident d'écrire sur un papier un programme d'entraînement qui va être bon pour les 17 joueurs de l'équipe, vous donnez la recette, la liste d'épicerie d'exercices, puis on se revoit dans 4 semaines pour la prochaine séquence d'exercices. C'est beaucoup mieux que rien faire, c'est certain, mais ce n'est pas optimal, je vous dirais. Donc, c'est d'en discuter avec le préparateur physique, de voir selon le contexte économique, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est sûr que c'est faisable. Mais ce n'est pas l'idéal, je dirais ça comme ça. 20 minutes Zoom par semaine, ce n'est pas pour faire un entraînement en Zoom, c'est juste pour jaser. T'sais, cette semaine, tu as été au gym quelle journée? Comment ça a été? As-tu trouvé ça difficile? As-tu mal à quelque part? Y a-t-il un exercice que tu n'aimes pas ou que tu as plus de misère de faire? Y en a-t-il un qu'il faut qu'on change parce que tu n'as pas le matériel nécessaire? Juste Comment tu vas? ce petit Comment tu speech-là. vas? Ouais. Mais Comment ça, tu vas, toi? Ouais. joueur de hockey, c'est n'importe qui. C'est quelqu'un qui veut perdre du poids, là, je vais lui donner un programme d'entraînement, mais ce petit Zoom-là là, de 15-20 minutes par semaine, il garde sa traque. Il fait toute la différence. Puis la personne, quand elle a tendance à débarquer, puis qu'elle sait que lundi à 9h30, elle parle au coach, là, ça la ramène tout de suite. Ça la ramène tout de suite. Puis l'élément psychologique là-dedans est rendu quasiment plus important que la feuille d'exercice. C'est ce qui fait que tu vas continuer ou lâcher. T'sais. Si tu veux savoir si un préparateur physique est compétent, je veux dire ça cru comme ça, demande-lui pourquoi il fait telle chose. T'sais, souvent, les joueurs, les parents ont la perception que si un entraînement a été difficile, si je suis courbaturé 2 jours après, j'ai de la misère à descendre les marches, si j'ai été proche d'être malade parce que j'ai poussé un traîneau comme un fou à la fin de l'entraînement, c'est pas ça qui fait que l'entraînement va être efficace et que ça va se transposer dans ma performance sportive, par exemple. Mais si on prend le temps de demander pourquoi je fais ça, là, tu vas savoir s'il est outillé ou pas, puis s'il fait n'importe quoi ou s'il suit une planification intelligente et qu'il s'en va quelque part avec ça. Mais de demander le pourquoi, ça va souvent faire ressortir si la personne est outillée ou pas.
par rapport Parce à que ça. là, tu es en train de donner un bon indice. C'est pas vrai que c'est dans l'intensité que tu retrouves le meilleur développement. C'est un des plus gros préjugés, à mon avis. Je peux faire, par exemple, du travail de posture ou de qualité motrice avec un jeune. Je peux faire de l'enseignement d'un mouvement un peu plus complexe, un dérivé d'haltérophilie, par exemple. Il ne sera pas essoufflé à faire ça. Il ne sera pas essoufflé. Fait que là, souvent, il va sortir avec l'impression qu'il n'a rien fait parce qu'il ne sort pas du gym à quatre pattes. Ça ne veut pas dire ça du tout. Il n'y a pas juste l'intensité à l'entraînement. Ce n'est pas juste de tout le temps mettre la pédale au fond pour que ce soit efficace. Il faut y aller intelligemment aussi. Donc, c'est pour ça que je disais, ne pas hésiter à demander pourquoi je fais ça, puis on s'en va où avec ça. Puis comme je disais, là, déjà, vous allez avoir un bon indice dans la réponse de si la personne est outillée ou pas, puis si elle sait où elle s'en va ou pas. Une bonne façon pour s'aider à choisir notre préparateur physique. Absolument. Il y a un élément qui est très important, c'est la pandémie. Oui. Donc, le rôle du préparateur physique pendant cette pandémie-là devenait ou devient important. Absolument. Est-ce que sa place a changé? Est-ce que son rôle a changé? Son rôle est devenu plus important, d'abord du fait qu'il y a plus de temps avec les athlètes qu'il y en avait avant. Si j'ai moins de matchs, j'ai plus de place à l'entraînement. Je parle d'entraînement sur glace, hors glace. Donc, automatiquement, le préparateur physique prend plus d'importance. Il faut voir un petit peu cette période-là où je n'ai pas de compétition pour un moment, je dirais, unique dans mon développement, où je vais avoir plus de temps à accorder à ma préparation physique, mentale, etc. Souvent, bon, pour prendre un cas extrême là, que tout le monde connaît, le Canadien de Montréal s'est rendu loin en série éliminatoire. La saison d'après a recommencé quelques semaines après. Là, je pense que c'est même pas 2 mois. Ils n'ont pas eu le temps de faire sécher le patin. Exact. La période d'arrêt est tellement courte que ça devient très, très difficile pour les préparateurs physiques, pour les joueurs d'optimiser cette période de temps-là là, pour être vraiment fin prêt là, à compétitionner. Donc, c'est difficile mentalement, je l'accorde, mais c'est une période de laquelle il faut quand même en tirer du positif. Et puis, comme je disais, qu'est-ce qu'on a de plus qu'on n'avait pas avant? C'est du temps. Donc, c'est d'optimiser ce temps-là, justement, pour aller chercher le maximum au niveau de la préparation physique, mentale, habitude de vie, etc., pour que la journée où la compétition reprend, je vais être prêt. Puis, il faut aussi, bon, là, c'est long, mais les pauses, souvent, font en sorte que quand je reviens à la compétition, j'ai le couteau entre les dents. Ça me tente comme ça m'a jamais J'ai hâte, tenté. j'ai faim. Oui. Et puis ça, souvent, ça peut jouer un rôle sur ton niveau de performance. De ne jamais arrêter de continuer la compétition en année longue, par exemple, pour prendre l'autre cas extrême où je continuerais de jouer des matchs à toutes les semaines, l'été, etc., fait que à la longue, le joueur peut devenir un petit peu plus dans une zone, je dirais, blasée, là, je cherche le bon terme, là, mais on a moins le couteau entre les dents. On a moins le couteau entre les dents, donc il y a ces choses-là quand même qu'on peut retirer de positif là, de cette période-là. La LHEQ, encore une fois, est bien outillée, équipée pour faire face à cette période-là qui nous est imposée, mais qui est profitable si le joueur, l'athlète, se rend disponible à cette réalité-là, au fond. Exact. C'est exactement ça. On a plus de temps, donc c'est d'en profiter à partir du temps où tu es bien encadré, les intervenants autour de toi sont compétents, on est en de bonnes mains. Le rôle du préparateur physique, Jonathan, oui, c'est d'amener de l'endurance, c'est d'amener de vouloir être encore meilleur, de vouloir, comment je dirais, donc, améliorer tes forces, améliorer tes faiblesses, mais c'est dans le plaisir. Absolument. S'il n'y a pas de plaisir à l'entraînement, ça va être très, très difficile de rester sur la track à long terme. Ça, je suis convaincu. C'est vrai autant pour des joueurs de hockey que des adultes, que n'importe qui veut se mettre à suivre un mode de vie plus actif qu'il y avait avant. Pour moi, le plaisir, surtout avec la tranche d'âge 11-16 ans, c'est au cœur des préoccupations du préparateur physique. On peut leur lever le chapeau, hein, d'être présent, de toujours être présent malgré tout ce qui se passe, d'être présent puis de vouloir justement apporter à ces joueurs-là du plaisir à travailler, du plaisir à se développer, même si on ne joue pas, même si tu le disais tantôt, le cadeau ultime, c'est de jouer, c'est d'avoir un adversaire sur la glace puis d'aller gagner un match. Il reste que on peut lever le chapeau à ces gens-là qui auront été présents pendant toute cette période-là puis qui auront justement été créatifs. C'est des grands passionnés. C'est des grands passionnés. Puis,
absolument, ils réussissent très, très bien à transmettre cette passion-là. Là, ça transparaît quand ils coachent. Là. Donc, absolument, oui. Merci, Jonathan. Très intéressant. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Au revoir.